Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle fiction audio. Avant que celle-ci ne commence, je vous invite à disposer un casque audio ou des écouteurs sur vos oreilles, afin de vous procurer une meilleure écoute. Si vous voulez nous aider dans la création de nos fictions, n'hésitez pas à faire un don sur notre page Tipeee ou à vous procurer un de nos articles sur notre boutique en ligne Redbubble. Sans plus tarder, entamons ensemble le chemin sinueux vers une seconde chance. Janvier 2022, dans le quartier de la Défense, à Paris. La pluie battait violemment contre les immenses vitres de la tour D2, effaçant presque la vue plongeante sur la ville grisâtre. Le tonnerre grondait au loin, accentuant la tension qui régnait dans l'air. Effectivement, au dernier étage, un homme armé et visiblement nerveux tenait en otage plusieurs employés d'une grande entreprise financière. Son visage était tendu, ses traits creusés par la fatigue et l'anxiété. L'homme se nommait Samuel Winter, un ancien militaire reconverti dans la sécurité privée qui avait fini par sombrer dans le trafic d'armes et la contrebande. Il arpentait nerveusement la pièce. Son corps massif, sculpté par des années d'entraînement, trahissait un homme rompu aux techniques de combat. Une cicatrice barrant sa mâchoire carrée ajoutait à son air dur et écorché. Mais ce n'était pas un simple criminel. Dans sa main droite se trouvait un artefact étrange et cristallin, dont les reflets rougeoyants semblaient pulser au rythme de sa respiration. Une sorte de dague en cristal noir et incandescent, semblable à une roche volcanique taillée en prisme irrégulier. Chaque fois que Samuel la serrait entre ses doigts, une onde de chaleur presque suffocante parcourait la pièce, faisant vibrer les vitres et créant de petites fissures dans le sol. En une simple pensée, l'artefact pouvait projeter une pluie de pics de roches en fusion, tranchant comme des rasoirs, et aussi durs que de l'obsidienne. Plusieurs de ces pointes mortelles étaient déjà plantées dans le sol et les murs, témoignant des accès de rage du preneur d'otages. Il ne demandait pas grand-chose. 3 millions d'euros transférés sur un compte appartenant à sa femme, enceinte. Il voulait qu'elle puisse fuir et vivre loin de lui, à l'abri. Lui savait qu'il ne sortirait pas d'ici vivant. De toute manière, il n'attirait que des problèmes à sa famille, pensait-il. Dans une ruelle non loin de l'immeuble, une berline noire avançait lentement sous la pluie battante. L'habitacle silencieux amplifiait la tension qui régnait. À l'intérieur, Ethan Morel, un homme à la quarantaine avancée, observait la ville défiler derrière la vitre embuée du véhicule. Son regard fatigué était marqué par des années de déception et d'échecs. Ancien psychologue et négociateur pour les forces de l'ordre, il avait vu sa carrière décliner après un divorce douloureux et la perte tragique de son fils. L'appel qu'il avait reçu le matin même l'avait surpris. Une organisation dont il n'avait jamais entendu parler, l'AUSEM, sollicitait son aide pour une prise d'otage. Les deux hommes assis à l'avant du véhicule ne parlaient pas. Ils portaient des uniformes noirs marqués d'un sceau énigmatique. L'aura de mystère qui les entourait mettait Ethan mal à l'aise. Était-ce une organisation gouvernementale secrète, une branche obscure de la police, des criminels ? Rien dans leur comportement ne permettait d'y voir clair. Lorsqu'ils atteignirent le gratte-ciel, l'un des soldats sortit et ouvrit la portière sans un mot. Un agent s'approcha immédiatement du négociateur, vêtu du même uniforme noir. Son regard était glacial et professionnel. Ethan Morel ? Il hocha la tête. Avant que vous n'entriez, vous devez savoir à quoi vous avez affaire. L'homme là-haut, Samuel Winter, est en possession d'un artefact classifié ON4, l'obsidienne ardente. C'est une dague aux propriétés surnaturelles qu'il a récupérée dans un trafic en Malaisie. Comment ça, surnaturel ? Demanda le négociateur. Il génère des projections de roches en fusion capables de transpercer la pierre et même l'acier. Un seul de ces projectiles peut empaler un homme à travers un mur de béton. Si jamais il décide de l'utiliser, nous risquons des pertes considérables. Ethan, qui semblait déboussolé, prit une profonde inspiration et acquiesça. Ok.
Et qu'est-ce qu'il demande, ce Samuel? Il veut 3 millions d'euros transférés sur le compte de sa femme. Apparemment, elle est enceinte de 6 mois. C'est sûrement pour ça. Ethan plissa les yeux, pensif, et déclara calmement. Je veux qu'il relâche un otage contre moi. L'agent fronça les sourcils. Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité si vous... Je sais ce que je fais. Amenez-moi en haut. Une dizaine de minutes passèrent. Un canal audio fut établi entre le criminel et Ethan, qui prit la parole. Samuel, je suis le négociateur, Ethan Morel. Je suis ici pour discuter. D'abord, un silence pesant. Puis, la voix rocailleuse de Samuel résonna. J'écoute. Je vous propose quelque chose. Relâchez quelqu'un, l'un des otages. En échange, je monte, seul, à votre étage, et je prends sa place. Vous garderez le même nombre d'otages, mais au moins, un civil sera libéré. Samuel pouffa d'un rire amer. Et pourquoi je ferais ça? Je sais très bien que vous viendrez entouré de militaires ou de gars du GIGN. Je les ai vus, les blindés en bas. Vous me prenez pour un guignol? L'agent qui avait briefé Ethan quelques minutes plus tôt fit un regard en coin à un de ses collègues. Il approcha discrètement sa tête et déclara à voix basse. Au moindre débordement, on engage un protocole d'élimination EH5 et on stérilise la zone. C'est votre respect, commandant Barca. Au vu de ce qui se passe à l'agence ces derniers temps, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de rester en repli et de faire profil? Barca interrompit son subalterne d'un ton froid. Au moindre débordement, on nettoie la zone. Aucun civil, aucun témoin. Je ne me répéterai pas. Oui, mon commandant. Répondit l'agent en baissant la tête. Au téléphone, les vociférations de Samuel continuaient à se faire entendre. Essayez pas de me la faire à l'envers. Vous me prenez pour un con? Non, pas du tout, Samuel. Je pense que vous êtes juste un homme qui veut mettre sa famille à l'abri. Et je pense que vous comprenez que tuer une civile de plus vous éloignera de votre but. Je ne suis pas une menace. Vous pouvez me fouiller. Je viendrai désarmé. Et vous croyez que vous allez changer quoi, hein? Rien. Je viens juste vous écouter. Juste ça. Mais offrez au moins à quelqu'un une chance de revoir sa famille. Vous n'êtes pas un monstre, Samuel. Je suis sûr que vous êtes capable d'un petit geste d'humanité. Un long silence envahit la pièce. Un silence qui, quelques secondes plus tard, fut brisé par la voix du preneur d'otages. Ok. C'est d'accord. Mais une seule personne. Vous, là. Et si je vois la moindre tentative d'embuscade, je l'empale. Très bien. Alors je monte, et on échange nos places dans l'ascenseur. Un agent de la USEM activa son oreillette et donna des instructions à Ethan. Quelques minutes plus tard, l'ascenseur monta lentement jusqu'au dernier étage, avec à l'intérieur un homme seul, le visage tendu, prêt à affronter l'inconnu. C'était la première fois qu'il avait affaire à ce genre de menace surnaturelle. Il y croyait à peine. L'élévateur finit par s'ouvrir au dernier étage, et tandis que le négociateur pénétrait dans la pièce, une employée de bureau dans la trentaine, en pleurs, prit sa place, appuyant frénétiquement sur le bouton menant au rez-de-chaussée. L'ambiance était oppressante. Les otages, assis contre les murs, tremblaient de peur. Samuel, lui, se tenait debout, l'artefact toujours en main, ses doigts crispés autour du cristal incandescent. Son regard croisa celui d'Ethan, méfiant, mais curieux. Alors, Ethan. Vous voulez discuter? Ben allez-y, parlez. Vous êtes qui? Très bien. Ethan s'assit lentement sur une chaise. Je suis un gars comme vous, Samuel. Le criminel esquissa un sourire moqueur. Morel reprit. Je suis un homme qui a tout perdu, qui s'en veut, qui essaye encore de donner du sens à tout ça. C'est votre baratin habituel, ça? Vous sortez ça à chaque prise d'otage? Le négociateur prit un air grave. Non. Pas à toutes. Non. Samuel souffla avant de tourner le dos à son interlocuteur. Vous savez... Je sais ce que c'est. Reprit Ethan. Je sais ce que c'est, ce sentiment de culpabilité. D'avoir l'impression d'être un poids pour ceux qu'on aime. De détruire tout ce qu'on touche. Se dire que leur vie aurait été sûrement meilleure sans nous. Les mots du quarantenaire résonnaient chez le terroriste.
L'homme continua. Moi, c'était il y a 6 ans. On était à la banque avec mon fils pour l'assurance de sa nouvelle voiture. Toute la famille s'était cotisée pour lui en acheter une à ses 18 ans. Et puis, il y avait ce type, un peu nerveux près de l'accueil. Il a sorti un flingue de son sac et a demandé à ce qu'on lui ouvre les coffres. Alors moi, j'ai essayé de discuter avec lui. J'ai essayé de le raisonner. Mais... ça ne s'est pas bien passé. Il a tiré dans le tas. Et dans le tas, il y avait mon fils. Une larme se mit à perler sur la joue d'Ethan. J'aurais dû le sauver. C'est de ma faute s'il est mort. Sacrée ironie pour un négociateur. Vous ne trouvez pas? Samuel réfléchit quelques instants. Il semblait troublé. Puis, il fronça les sourcils, avant de foncer en direction du négociateur, l'arme au poing. Le sol commença à vibrer, et une chaleur infernale se mit à émaner de la dague. Vous essayez de me la faire à l'envers. Vous essayez de rentrer dans ma tête, c'est ça? Samuel, calmez-vous. Je ne vous veux aucun mal. Je suis là pour vous écouter. Et peut-être trouver une issue. Y a pas d'issue. Je veux juste que ma femme et mon enfant s'en sortent. Après ça, peu importe ce qui m'arrive. Ethan serra le poing, observant l'homme devant lui. Il se rapprocha lentement. Vous aimez votre femme, n'est-ce pas? Et vous voulez qu'elle vive sans crainte? Mais elle n'aura jamais cette paix si vous mourrez en terroriste. Et votre enfant? Vous y avez pensé? Quel héritage allez-vous lui léguer? Si ce n'est le poids de votre culpabilité et de vos erreurs. Samuel, je vous en prie. Samuel se raidit, sa prise sur l'artefact se raffermissant. L'atmosphère devenait presque irrespirable. J'ai pas le choix. Personne ne me laissera partir d'ici vivant. Moi, je peux vous promettre que si vous posez cette arme et que vous libérez tout le monde, je me battrai pour vous faire sortir d'ici. Les yeux du criminel s'emplirent de larmes. Vous le ferez? Vous le pensez vraiment? Ethan hocha lentement la tête. Vous n'êtes pas un monstre, Samuel. Et je pense surtout que vous avez le droit à une autre chance. Un long silence enveloppa la pièce. La température redevint normale, puis lentement, les doigts de Samuel se desserrèrent autour de l'obsidienne ardente. Il laissa l'artefact tomber au sol. À cet instant précis, un éclair blanchâtre fusa à travers la pièce. Une goutte de sang se mit à couler le long de l'oreille de Samuel, qui s'effondra. Les fenêtres explosèrent dans un fracas assourdissant. Des silhouettes transparentes et irisées descendirent en rappel depuis le toit de l'immeuble. Des spectres qui, après quelques secondes, se révélèrent comme étant des agents de l'AUSEM, traversant la pièce avec une synchronisation parfaite. Ils étaient vêtus de combinaisons noires, munis de casques et d'armes à l'allure futuriste, et avaient tous en leur possession un dispositif étrange, de forme triangulaire, dont le centre émanait d'une lueur verte, et qui leur permettait de se rendre invisibles. Ils assommèrent et évacuèrent les otages un par un, tandis que d'autres soulevaient le cadavre de Samuel avec une efficacité glaçante. L'un d'entre eux courut en direction d'Ethan et lui asséna un puissant coup à la tête avec la crosse de son fusil mitrailleur. Alors qu'il perdait connaissance, un flot de pensées inarrêtables se mit à tourbillonner dans la tête du quarantenaire. Maintenant, il savait. Il savait qu'il n'oublierait jamais le regard de Samuel. Ce regard qui murmurait encore les mots « Tu m'avais promis ». Il savait qu'il avait eu tort. Lui qui avait cru qu'une autre fin était possible. Mais surtout, il savait maintenant que cette organisation obscure, l'AUSEM, n'accordait pas de seconde chance. Fin.